prochain conférencier, vous le connaissez probablement pas, Daniel Bocard, va nous présenter un petit accessoire que moi-même je me suis acheté, un Earphone Side Tracker, qui permet de faire du guidage automatique des DSLR avec des appareils comme des photos, tout ça. Donc, à toi la parole, Daniel. Bonjour tout le monde. Je pour une fois. Vous qui me connaissez, ceux qui me connaissent, hein, que j'ai été pas mal flyé du point de vue technologie et tout ça ces années passées. Maintenant, on va changer de registre. Je deviens parler sur le village. Alors, le plus simple, ça devient des fois meilleur. Maintenant, zéro calorie, ben voilà, c'est les raisons. Zéro calorie, pourquoi? Parce que la bébête que je vais vous montrer, elle pèse à peu près à rien. La seule chose qui pèse quelque chose, c'est le truc que vous devez prendre avec, c'est-à-dire un trépied. Et la monture cocktail, à peu près rien. Maintenant, je vais quand même. À droite, ça peut avancer. Bon, quelle est la pièce d'équipement la plus importante en astrophoto? Donc, ah oui, voilà, c'est ça. J'attendais Caillou, j'attendais les Vous avez raison. Et la deuxième? Oui. La deuxième, la troisième. Oh! Le médecin a fini par très bien. Une belle unanimité, on est content. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas des affaires de télescope, de gros stuff à flinguer. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois où, soit qu'on n'a pas envie, ou qu'on n'a pas les moyens, ou qu'on n'a pas le temps, ou qu'on n'a pas la place nécessaire pour emporter un gros matériel avec soi, mais qu'on aimerait profiter, mettons, d'un ciel magnifique qu'on a pendant les vacances, à un endroit où on ne va pas d'habitude. On est limité, on a beaucoup d'espace, enfin, bref. Donc, ça prend parce qu'on aimerait profiter, on aimerait faire des belles photos du ciel. Bon, dans l'hémisphère sud, dans des endroits fériés, etc. Moi, c'était tout simplement dans les Laurentides, loin de mon dôme lumineux, la pollution lumineuse de Montréal. Donc, ça prend quelque chose. Et si on veut aller un tout petit peu quand même au-delà des photos de 10, 15, 20, 30 secondes de pause prises avec un appareil fixe, eh bien oui, ça en prend une de monture, aussi simple qu'elle soit. Et cette monture-là, comme elle est plus grosse pour le plus gros équipement, il faut qu'elle réponde à quelques critères. Tout d'abord, il faut qu'elle soit assez stable pour ne pas vibrer au moindre vent. Ensuite, il faut quand même qu'elle soit assez forte pour porter le matériel qu'on lui demande de porter. Et troisièmement, il faut quand même qu'elle soit assez précise pour suivre le mouvement diurne sans traîner appréciable. Sinon, on se trouve pratiquement à notre point de départ. Alors ça, évidemment, c'est des vérités qui sont valables pour tout. Que vous ayez un Ritchie chrétien de 20 pouces ou que vous ayez une caméra T3i avec un objectif normal, tout dépend, évidemment, la monture ne sera pas la même, mais ces exigences-là, elles restent. Donc, qu'est-ce qu'on a? Et puis en plus de ça, ces conditions-là, justement, elles sont modulées en fonction de votre but. Alors, est-ce que vous voulez faire des vues à large angle, comme celle de gauche ici, ou au contraire, est-ce que vous voulez regarder dans les petits détails des galaxies? Est-ce que vous voulez avoir un matériel qui pèse pas grand-chose, c'est-à-dire l'appareil photo que vous avez avec vous pour les vacances, ou possiblement un boîtier un petit peu trafiqué, défiltré par exemple, ou est-ce qu'au contraire, comme je l'ai dit, vous avez un Ritchie chrétien de 20 pouces à faire bouger? Ça dépend de la focale aussi, parce que la capacité de guider ici, on va parler d'une monture qui a un moteur, mais qui n'a pas de possibilité de corriger le mouvement. Donc, c'est évidemment plus facile quand vous travaillez avec un grand angle que, comme ici, là, que si vous travaillez avec ne serait-ce qu'un téléobjectif de 300, 400 mm, ou plus, bien entendu. Et finalement, bien sûr, tout ça va dépendre aussi des temps de pause que vous envisagez. Si c'est pour monter de 30 secondes à 1 minute, ce sera plus facile que si vous essayez d'aller à 2, 3, 4 minutes ou plus. Après, si on changera carrément de guide, évidemment. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est voir en fonction d'un but simple. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Donc, le but visé aujourd'hui, et c'est là que ça change de mes habitudes,
c'est de prendre des images à grand champ, avec un minimum de complications. Donc les calories, on ne les perd pas seulement en transportant le matériel, on ne les gaspille pas non plus dans la cervelle. C'est précieux, hein, les calories de la cervelle. Bon, et puis, c'est quand même raisonnablement profond. Ça veut dire quand même un certain compose. Le poids du matériel. Bon, 0 calories, 1 à 3 kg pour la photo et l'objectif. Tu ne mets pas ton gros zoom comme ça, là, les plus gros de sa catégorie, sur une monture comme ça. C'est pas le but. Ça ne marcherait pas. Donc, ça nous met, je dirais, à des focales de l'ordre de 10 à 200 mm. J'ai tendance à être assez, on dit dans ce cas-là conservateur, rien à faire avec la politique, je vous rassure, dans le sens où j'ai tendance à être prudent dans ce genre de choses-là. Et ça, je dirais, c'est un principe général. On en a parlé tout à l'heure dans la pause, tantôt. Ce matin, j'ai remarqué une chose. La plupart du temps, les plus grosses frustrations que connaissent les astrophotographes amateurs apparaissent quand ils en demandent plus à leur matériel que ce matériel est capable de fournir. Tu veux un but simple? Prends du matériel simple qui est capable de faire la job. Et pense-y pas après, fais le gars. Si j'achète une auto pour aller du point A au point B de façon simple, j'ai ma Toyota Eco. Si je décide de battre des records de vitesse en flashant, c'est pas une Ferrari, ma Toyota. Pas de Ferrari non plus. C'est la même chose. Par contre, une fois que vous avez votre matériel, il faut savoir jusqu'où vous pouvez aller avec. D'accord? Mais si vous mettez trop à transgresser, trop en demandez ce qui n'est pas dans les specs, c'est là que vous allez casser la figure, et c'est ça qui est le plus frustrant là-dedans. Bon. Comme j'ai dit, les temps de pause. Alors là, on prend les temps de pause. Ah, qu'est-ce que tu peux faire avec la dioptrone? Il ne faut pas l'intention de battre des scores avec ça. Quand je décide de faire des temps de pause unitaires de 30 minutes, j'ai ma monture astrophysique pour ça. Je ne demanderai pas ça à la dioptrone. Puis de toute façon, ça dépend évidemment de ton cas. Donc, on va s'en tenir à des buts raisonnables du point de vue technique en fonction de ce que le matos est capable de nous fournir. Puis là, on va voir jusqu'au bout. Alors, à partir de ce moment-là, dans le fond, je vous retrace, ça c'est un peu l'intro, mais à partir du moment où je me suis dit, oui, ça me prend une petite monture comme ça, toute simple, pour placer mon appareil photo. J'ai fait ça au printemps passé. Il y a un certain nombre d'options dans le commerce. Je ne vous les mentionne pas toutes, mais j'en mentionne 3, 4, là, 3 en fait. Il y a évidemment la possibilité d'acheter une petite monture équatoriale. Après tout, il y en a des très simples, des IEQ, je ne sais plus quoi, 3, là, des machins comme ça, finalement, qui coûtent $200, puis qui sont des petites montures équatoriales. C'est pas celle-là, ça c'est la IEQ 30 Dioptron, qui est un peu plus forte quand même, hein, qui est capable de porter du matériel astro, d'autoguider, faire tout ça. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui, question calories, sont prêts à en débourser un tout petit peu plus, mais aussi des calories du porte-monnaie, là, et puis qui vont être très simplement à aller en voyage avec ce genre de monture, qui arrive de temps en temps, je vais l'utiliser juste pour mettre mon appareil photo dessus, puis le laisser guider, hein, évidemment, c'est quasiment de walking, comme on dit en anglais, pour en faire sans problème. Sauf que c'est tout de suite beaucoup plus gros, plus encombrant et plus tout, quoi. Donc, pas forcément la meilleure solution. Il y a une solution très connue, aussi, qui s'appelle l'astrotrack, qui est une espèce de système avec qui fonctionne en fait avec un secteur ici qui va se. C'est des bras comme ça, et c'est à cette extrémité-là, c'est un bras tangentiel en fait, et c'est ce système-là, vous avez deux bras qui vont bouger l'un par rapport à l'autre. Alors c'est extrêmement précis, ça peut être vraiment bon, il y a des gens ici au Québec qui en possèdent, qui les ont essayés, qui sont très contents, et qui, avec des appareils photo de pointe, les Canon dernier modèle, puis des focales de 400 mm, sont capables de faire des pauses de 4 minutes, 5 minutes, etc., sans guidage, avec des étoiles qui sont absolument pinpoint. Alors, c'est très bien, sauf que ça coûte déjà le prix du monture. D'accord? On est déjà rendu dans les 6, 7, 815 avec ça. Okay? Oui, c'est une solution, et tant mieux si vous convient, mais c'est plus encombrant aussi, parce que vous avez cette espèce de bras, ces machins, il paraît que ce n'est pas 100% trivial à mettre au point, mais en fait, c'est une option que je trouve très intéressante, quelque part entre ce qui sera mon propos principal et le passage à la monture véritable. Et après ça, eh bien, il y a des petits moteurs que vous vissez sur un trépied et qui portent votre appareil photo. Et dans cette catégorie-là, eh bien, il y en a, je dirais, deux qui émergent ou qui sont les plus populaires et qui se ressemblent d'ailleurs comme des petits frères, comme vous le voyez.
c'est le Dixon Polarier et le Skytracker Diopter. Alors, quand j'ai regardé ça, et bon, finalement, les deux, celui marque certains résultats sont fictionnés beaucoup plus anciens. Einstein, c'est des Chinois installés aux États-Unis et des antennes un peu partout. Quoi. Bon, que faire? Puis finalement, j'ai regardé les prix, bon, 300-400 piastres, 300, disons, dans les deux cas, sauf que dans le cas du Skytracker, pour le prix, il y avait directement la lunette de visée polaire, alors que le Polarier, qui coûte aussi à peu près 300 par temps, peut-être que les prix ont changé depuis 6 mois, ça c'est pour donner une idée. Ça vous prend un truc extérieur, et puis vous achetez séparément la lunette, puis vous en avez encore $100 de plus. Là, on est rendu à 400 et quelques pour porter un appareil photo tout simple. Et on est proche de la petite monture, hein, à ce moment-là, carrément de la monture de télescope. Donc, je pense qu'on est un petit peu à la limite au niveau du rapport qualité-prix. Et en lisant les quelques revues qui, entre-temps, étaient parues, je me suis rendu compte que le Skytracker avait quand même une bonne appréciation de la part de ceux qui voulaient tester. Donc, par rapport aux caractéristiques que je vous mentionnais tantôt, qu'est-ce que ça nous donne? La bébelle pèse à peine plus qu'1 kg. Ajoutez-y 4 batteries, ça ne va même pas vous trouver la poche de votre pantalon. Donc, parfait. Capacité de charge. Bon, là, il faut que je vous dise une chose. Le modèle a un petit peu changé depuis que j'ai acheté la mienne. Maintenant, ils donnent 1 kg de plus. À l'époque, ils disaient à peu près 2 kg, 2,5 kg de capacité de charge. Maintenant, ils disent 3. Il n'y a pas de quoi écrire à sa mère. Après moi, là, ça va peut-être juste vous donner un peu plus d'assurance que si vous êtes proche de la limite supérieure, ça ne va pas vous cramer votre moteur. Mais personnellement, ça ne fera pas de grosse différence. Il y a aussi une petite différence maintenant, c'est que le support pour visser sur la monture, il est rotatif. Tu mets ça sur un trépied, le trépied est rotatif pareil, donc ça ne changera pas grand-chose non plus. Sauf qu'en discutant avec des copains de midi, il m'est venu une idée. Quand tu es en camping, que tu as décidé d'avoir un minimum de choses, puis tu as économisé, gratté sur le point des calories pour arriver à 1,2 kg, puis qu'après ça, tu es obligé de prendre un trépied de 8 ou 10 kg avec toi pour faire la job, il me semble qu'on retombe sur ses pieds. Alors, comment faire avec ça? Alors, il m'est venu l'idée suivante. Si vous avez une table de camping, non, vous ne voudriez pas un trou dans la table parce que le mec de camping, il ne voudra pas. Par contre, prenez une planche, dans un 2x4, avec un serre-joint, puis dans la planche, vous brûlez un trou à travers, puis vous plantez votre monture comme ça, votre support, directement sur la petite planche. Ça n'aura pas abîmé le matériel du camping, ça vous donne le poids supplémentaire sur la suite d'un 2x4 comme ça, qui va serre-joint, puis vous aurez fait la job. D'accord? C'est juste que ça devient embarrassant pour tout. Alors, ce n'est pas prévu. Les piles, c'est 4 piles à A, donc aucun problème. Puis regardez, j'ai mis 4 piles à A, je ne peux pas dire que j'ai utilisé ça pendant des années non plus, mais j'ai mis les 4 piles à A en juillet, début juillet, par là autour, et puis c'est toujours les mêmes. Donc, ça va. Évidemment, si je l'utilisais toute la nuit, ce serait autre chose. Je pense que j'en prendrais à peu près 4 par nuit, ou peut-être 2 nuits. Oui, Rob? Oui, il y a une option 12 volts. De toute façon, je reviendrai sur les détails après. Mais oui, on peut l'alimenter par du 12 volts. Et puis, comme je l'ai dit, la lunette de visée polaire est comprise. Alors, voilà la petite chose. Alors, l'effet flash sur le trépied n'est absolument pas voulu. J'ai pris ça en plein soleil pour que vous voyez bien. Et puis, avec mon autre appareil photo, un petit appareil photo tout simple, pour vous montrer comment ça se présente. Alors, personnellement, je l'utilise avec un gros trépied de photo. C'est un truc que j'avais pour imaginez une caméra 4x5 pouces là, avec les voiles noires et tout. C'est encore cette caméra-là. Voilà. C'est ça, je l'ai trouvé dans la grotte de Lascaux. Alors voilà, donc, un trépied. Alors ça, malgré tout, j'ai dit attention, le trépied, à moins que vous utilisez ma combine du 2x4, là, puis encore, il faudrait tester, ça dépend des enfants. Question trépied, je recommande quand même que le trépied soit quelque chose de robuste, parce que sinon, ça va dans le moindre vent, ça va être fragile, puis qu'est-ce que vous faites? Vous allez manger une photo sur deux, puis vous accuserez le Skytracker, alors en fait, c'est le trépied qui va être le problème. Donc, bon, donc à moi, ce trépied, de toute façon, j'ai préféré utiliser ça et m'assurer que c'était très très solide. Donc, vous voyez que, question taille, on a
un petit boîtier de la taille, vraiment de grandeur de boîtier photo. Et puis ici, donc, c'est ma T3i défiltrée, puis le câble qui vient ici, il mène vers, on ne le voit pas ici, il est juste derrière ici, vers le légendaire intervalomètre TC80M3, là, de Canon. Soit dit en passant, et ça c'est juste une conduite si jamais vous ne le savez pas, donc la fiche du TC80, l'intervalomètre, n'est pas compatible avec le T3i, ça prend un adaptateur. C'est l'adaptateur qui est fourni avec le 20DA pour Canon, parce que Canon a fait sa version astronomique, sauf qu'il ne le vend pas séparément. Mais il y a un gars en Autriche qui en fait des machins comme ça pour à peu près 25 €, je pense, puis qui les envoie dans une enveloppe, ça se fait très bien, c'est comme ça que je l'ai vu. Donc on peut avoir un adaptateur. Voilà, alors ça c'est une parenthèse. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop, je vais vous donner sur mon image ici. Donc, tel qu'il est orienté là, vous voyez, donc ça n'est pas la base rotative, c'est le trépied qui s'en occupe de ça. Elle est orientée sensiblement vers le nord ici, puis ma caméra vers plus ou moins vers le sud, mais assez haut dans le ciel. Ça c'est pour la galerie, bien sûr, parce que j'ai fait ça en plein jour. Alors, les avantages. J'ai rien à faire commercialement avec un Ionson, ils ne m'ont pas payé pour faire du plat avec ça. D'accord, ça c'est pour donc, c'est très simple à monter. On a pour 5 minutes à mettre ça en place, y compris la mise en station. Non, mise en station compris, non, je dirais 10 minutes, plus 3 minutes pour la mise en station. Voilà. Ça, c'est en étant généreux. Donc, et c'est très précis. La lunette qui sert pour la mise en station est la même que celle qu'ils ont avec leur grosse monture. Donc, ils ne sont pas fichus derrière le monde, là. Vraiment, et ça travaille très bien de contrôler ça. Elle est fiable, dans le sens où là, elle ne s'arrête pas bêtement, je ne sais pas qui donne un accro, un bruit bizarre, tout, ça repart, des niaiseries pareilles, j'ai jamais eu, puis j'ai à peu près jamais manqué de photos. Et encore une fois, la charge utile de l'ordre de 2 kg pour la mienne, elle est largement suffisante pour ce qu'on fait d'habitude. C'est ça, tu vas pas dire, ah ben maintenant que j'ai ça, je vais mettre mon 400 mm dessus, hein. Tu vas cramer le moteur, puis tu ne vas rien gagner, de toute façon, c'est pas fait pour. Ok, encore une fois, il faut savoir ce qu'on a acheté du coup. Et encore une fois, la lunette de visée comprise. Je précise en plus ici qu'elle est éclairée, autrement dit, quand on la branche dedans, dès qu'on met le moteur en marche, vous avez une petite belle qui éclaire la lunette de visée par le côté, ce qui fait qu'on voit le réticule pendant la nuit, avec la belle petite lumière rouge qu'on aime bien, ce genre de choses. Et je dirais tout ça pour les 400 pièces que vous avez gagnées. Je trouve que c'est un très bon, très très bon rapport qualité-prix. Alors voilà la chose vue de derrière, et ça répond à la question, c'est-à-dire qu'il y a, bon, ben ça c'est l'interrupteur en off, et il y a une prise d'alimentation de 9 à 12 volts qui est positif au centre, hein, toujours intérêt à renseigner, les anciens appareils, des fois ils ne le précisaient pas, puis on cramait les composants pour ça. Là, il y a 2 switches supplémentaires, une pour sud ou nord, dépendamment que tu es dans l'hémisphère sud, donc là aussi, prends ça dans la poche pour aller au Chili, pour ceux qui les privilégiés, les chanceux qui ont la chance d'aller au Chili. J'ai Morgane, il a la chance d'aller se balader au Chili. Et puis, un truc qui peut paraître bizarre, c'est-à-dire vitesse 0,5 fois ou 1 fois. Alors, bien évidemment, la 1 fois, c'est celle qui suit le mouvement en 24 heures, c'est celle qu'on prend d'habitude. Sauf qu'il y a des gens qui aiment bien, sachant qu'ils ont un appareil très sensible, qui aiment bien faire des compositions avec l'avant-plan qui sont raisonnablement nettes. Alors, pour une focale courte, le 0,5 fois, si on expose, mettons 1 minute environ, ça va faire des traînées qui sont encore minimales, puis le paysage en avant-plan, lui aussi, va être raisonnablement net. Donc ça permet de faire les deux en main, avec un compromis de chaque côté. Personnellement, je vous dirais, j'emploie jamais ça. Je préfère la mettre à 1 fois, puis la laisser tourner, puis après prendre le paysage séparément avec une pause un peu plus longue. Oui, il y a ça que je voulais dire. Non, non. Mais t'en as pas besoin. Avec le genre de carte, avec le nombre d'harcèlement par pixel qu'il y a là-dedans, là, non, c'est même pas nécessaire. Sur le genre. Et encore une fois, c'est ça, regarde. On parle de focales qui vont, je dirais, à 200, et puis on parle de composes qui vont aller pour un 200 mm, je dirais peut-être 2 minutes, pour un 50-300 mm, je dirais 3-4 minutes environ. C'est pas nécessaire. La différence que ça peut faire sur 24 heures, sur ces temps-là, elle est noyée de toute façon dans la résolution du système. Ok, donc voilà pour le dos, avec évidemment ici, donc c'est la place où on va glisser depuis en arrière la lunette de visée
Et si vous voyez ici, ce petit bidule ici en bas, en fait, c'est la diode luminescente qui va éclairer le réticule. Ça ici, c'en est une autre pour vous dire que l'appareil est allumé. Alors, là, je vais utiliser ça simplement dans le manuel. Comme je vous l'ai dit, oui, compartiment, vous avez vu le compartiment des batteries, donc c'est le rectangle noir qui est ici. Et ça, c'est très crampé, hein, ils ont fait ça tout petit. Donc, on met nos 4 piles dans l'ordre voulu. Ensuite, on range ça en laissant d'abord des fils qui dépassent un petit peu. Une fois que le compartiment est en place, là, on pousse les fils ici, puis après, on referme ici. S'ils ont pris 4 images pour vous expliquer ça, c'est que vraiment, et je vous dis par expérience, ils ont fait ça très, très, très serré pour économiser la place un maximum. De l'autre côté, bon, alors, la lunette de visée, c'est cette tête de crayon ici, qui a évidemment là la possibilité d'ajuster en fonction de votre vue, hein, pour que vous voyez le réticule net en même temps que le fond du ciel qui lui peut être ajusté là. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à l'enfiler puis la derrière à chaque fois que vous l'utilisez, puis à la sujettir, à la serrer avec la vis qui est là. Ça, c'est le système qui tient votre appareil, enfin qui tient en fait une rotule. La rotule n'est pas prévue, elle n'est pas comprise dans le prix. J'en ai vendu une séparément, mais moi j'en avais une qui était plus ancienne, donc j'ai utilisé cette rotule. Donc c'est là-dessus que vous vissez la rotule. Cette pièce ici, oui, voilà, j'ai mis une photo. Cette pièce-là s'enlève complètement. Donc c'est celle que vous avez ici à gauche. Et vous voyez là que la vis a deux pas de vis différents, donc le 3,8 et puis le 1,4, dépendamment de ce que vous avez sous votre rotule. Moi j'ai une rotule avec le gros pas de vis, avec le 3,8. Donc j'ai eu le cas simplement de changer de côté cette vis ici de façon à pouvoir directement utiliser ma rotule 3,8. En passant, le socle sous le Skytracker lui-même, c'est du 3,8. Donc si avec votre pied vous avez vu un cas, ça va vous prendre le tout petit réducteur que vous pouvez acheter et glisser dans le pack vis pour ajuster. Donc ça, c'est pas un problème dans ça. Idéalement, si vous avez du 3,8, c'est aussi un peu plus stable, enfin un peu plus solide. Donc pourquoi pas. Alors c'est ça, les deux vis qui sont là et là, de part et d'autre, elles servent à tenir cette pièce-là sur la monture, donc ici, là, et évidemment, vous pouvez déjà un peu utiliser ce truc-là pour orienter plus ou moins votre caméra, mais quoi qu'il en soit, si vous avez une rotule, c'est avec la rotule que vous avez fait toute la job à ce niveau-là. C'est bon, j'ai encore le temps. Alors, comme j'ai dit, de préférence, un trépied quand même robuste, solide, stable, et si vous n'avez pas la possibilité, pensez à ma combine de... Je suis bien fier de mon 2x4, hein, il est sorti pendant que je mangeais mon burger au poulet, là, tantôt. Je ne sais pas si c'est le glutamates qu'il y avait dedans qui a stimulé les neurones. Et là, on parle, comme je vous l'ai dit, de la lunette, parce qu'on va parler maintenant de la mise en station vers le nord. Ça ici, c'est pas un truc de publicité, c'était en plein jour quand la monture était ici. En fait, avec le même appareil, j'ai simplement pointé mon appareil dans la lunette et j'ai shooté ce qui donne ceci. Donc, vous voyez un réticule quand même un peu plus complexe qu'un simple vague cercle avec une image de petit ours que tu ne sais jamais quoi faire avec parce qu'elle est jamais dans le bon sens de toute façon. Mais que c'est pas très important. Bon, comment est-ce que ça fonctionne ça? L'idée, c'est de placer le pôle céleste au milieu du réticule. Lorsque vous êtes dans l'hémisphère nord, ce qui est habituellement le cas pour nous, la polaire va se trouver quelque part dans ce cercle ici, avec un débattement aussi dans cet axe-là, et n'importe où ici autour. On verra comment on décide où dans une minute. Et puis évidemment, le cercle extérieur, lui, il sert pour l'hémisphère sud, pour les poils qui servent de polaire. C'est quoi si dans le quantique sur le deux ans? C'est ça, hein? Donc, oui, ça prend quelqu'un qui a l'aptitude de ce genre de ciel aussi, d'un autre chanceux. Mais c'est bon. Ouais, donc, voilà. Alors, pour nous, donc, alors, à partir de là, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité high-tech et vous avez la possibilité low-tech. Alors, la possibilité high-tech, c'est pour le monde qui a des iPads, des iPods, des iPuds et des iPids. Ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas de téléphone, non, je ne suis même pas je suis un acellulaire. Voilà, je n'ai pas de cellulaire. Mais si vous avez un iPhone, et là c'est un iPhone, puis je ne sais pas s'ils ont ça sur Android, il faudra avoir ça sur le site s'ils ont décidé de le faire. Bref, qu'est-ce que vous avez une application qui est faite exprès pour cette lunette de visée et qui vous donne, évidemment, elle va ramasser vos coordonnées GPS, l'heure qu'il est, etc., et qui vous dit quoi? Donc elle vous reproduit en vision nocturne le réticule que vous avez là,
Et pour le temps, l'heure qu'il est, elle va d'abord de façon numérique et de façon graphique vous dire où positionner la polaire. Donc, dans ce cas, 10h24, c'est par rapport à la cercle de 12 heures ici, ça vous amène à peu près là, et 40.8, le cercle interne ici c'est 36, au milieu c'est 40, et en haut c'est 44. Donc de toute façon, l'événement ici, il n'est pas extraordinairement important, je vous dirais si vous êtes avec un appareil photo d'un 50 mm, ça n'a aucune espèce d'importance, mettez ça au milieu du milieu ici, puis ça va être en masse. Mais bon, c'est très précis. Et en plus, je ne sais pas si vous le voyez là, le petit point vert qui est là, ben, il vous dit c'est là que tu mets ta polaire. Donc, débrouillez-vous avec les vis, les machins, votre trépied, etc., visez, et placez votre polaire à l'endroit correspondant, ici. Et puis, une fois que c'est fait, ben, vous savez le truc, puis vous savez quand votre monture est en station. Je vous assure, ça prend, quand vous n'êtes pas habitué, ça prend 2 minutes, puis quand vous êtes habitué, ça prend moins d'1 minute à mettre votre monture en station. C'est génial, je trouve, comme c'est bien fait. L'autre solution, la solution low-tech. Vous êtes des gens comme beaucoup de iPad, machin, moi j'en ai pas. Bon. Je suis au milieu de nulle part, parce que c'est aussi simple, hein, je suis en train de faire des setups astronomiques qui n'ont pas besoin d'ordinateur, qui n'ont pas besoin de source de courant grande comme ça, qui pèse 25 kg, bref, le truc nirvana du low calorie, zéro calorie. Bon. Quand je fais comment pour savoir où elle est la polaire? Alors, avec une précision suffisante, on se sert juste d'une petite astuce. Rappelez-vous sur une carte du ciel, bon, ici vous avez la polaire, rappelez-vous ici la petite ours, hein, et remarquez que la polaire se trouve à peu près alignée entre, pas la polaire, le pôle, se trouve à peu près aligné entre l'étoile polaire et bêta de la petite ours qui est à l'autre bout du milieu. Alors, ça, il faut juste avoir un petit peu de strabisme divergent quand vous regardez à travers votre lunettes. Vous avez un œil qui regarde dans la visée, puis l'autre qui regarde le ciel. Écoutez, j'ai les yeux aussi mal foutus que c'est possible, j'arrive à le faire. N'importe qui ici devant le cadre. Ok? Alors, l'idée maintenant, c'est d'arriver donc voilà, le polaire et voilà, je dirais la ligne virtuelle dont j'ai parlé. Bon, c'est pas parfaitement aligné, mais on s'entend que encore que la précision d'alignement, ça devrait suffire. Alors, comment on fait ça? Où c'est qu'on va la placer? Est-ce qu'on va la placer à gauche, à droite du point central, puis à quel endroit? À gauche. Non, mais écoutez, bon, les coordonnées, c'est forcé de telle sorte que ton buzzer, exactement, je vois des gens qui font ce mouvement. Ton buzzer est de toute façon en haut. La lunette, tu ne peux pas l'orienter autrement qu'avec le nord vers le haut, donc ça, il n'y a pas de problème. Appelle ça vers 9h. 8h46. Ouais, c'est ça, ça renverse l'image. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce que vous voyez là? En fait, au lieu de mettre la polaire à gauche, donc ici, on va la mettre vis-à-vis. D'accord? Autrement dit, vous entrez pour la garder dans cette zone ici, du côté, par rapport à vous, quand vous regardez du côté où se trouve Bêta, la petite ours, parce que comme ça, vous tenez compte du fait que votre image est inversée dans votre vision. Alors, ben voilà. Donc, j'ai fait ça. Et puis, à ce moment-là, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, je vous donne simplement, on va conclure avec ça, quelques exemples d'essais. Les premiers essais que j'ai faits, c'était des essais prudents de 30 secondes. Je n'avais pas encore mon connecteur pour l'intervalomètre, donc j'étais limité à 30 secondes, à 1600 ISO. Et qu'est-ce que j'avais fait à ce moment-là? Ben voilà, depuis chez moi, à Saint-Roch, j'avais simplement visé du côté nord, c'est-à-dire du côté de Cassiopée, que vous voyez là. Et vous voyez qu'avec la P3i défiltrée, 1600 ISO, 30, on voit la pipeline ici. On voit le W Cassiopée ici. Et qui voilà, que voici, que voilà, la petite invitée surprise qui se trouvait à être Pansnaz, qui se trouvait à passer dans le coin, j'avais complètement oublié. Une surprise en régulation, c'est les nuages qui ont passé pendant. Ensuite, bon, donc ça vous donne une idée, par exemple en 30 secondes, c'était pas difficile, à peu près à 50 mm, les images sont parfaitement bien rondes, il n'y a pas de problème, mais les petits défauts qu'il peut y avoir, c'est que c'est un petit caoutchouc. Quelques temps plus tard, oh ben oui, c'est vrai, on a une Nova dans le Dauphin. Alors voilà la Nova en question, là c'était encore pire, c'était quasiment la pleine lune, je me dis à côté de la lune avec mon
j'ai les OS10B, j'ai mis mon truc en station, et puis voilà, ça m'a donné notre Nova. Après ça, on passe aux choses plus sérieuses. C'est là que je suis allé dans le Nord, en fait, à la chef n'a pas vraiment aimé, et puis que je l'ai utilisé avec, j'aurais dû être plus clair ici, avec des images de 3 minutes, et en l'occurrence ici, un zoom qui était peut-être à 5 ans. Alors l'idée ici, c'était de photographier, comme vous voyez, la région du Sagittaire. Et bien, vous voyez, ça c'est 3 fois 3 minutes hein, que j'ai empilé pour enlever le bruit un peu. Vous voyez, ça ramasse quand même un sacré paquet de signal. On peut repérer ici la théière du Sagittaire, et puis bon, ben, je laisse à tout le monde le soin d'aller s'amuser à repérer bien sûr les C8, les C20, et puis tous les autres trucs codés qu'il y a dans le coin, avec évidemment les dents. Alors bon, l'image est peut-être un petit peu basculée du côté magenta, j'aurais pu corriger les couleurs un peu mieux, mais bon. Oui, tu es d'accord à 105 mm? Là, je ne suis pas à 105, je suis à 50 à peu près. Donc c'est ça, juste pour dire, voilà ce que ça donne. 3 fois, comme toi, 3 minutes, hein, ça prend 10 minutes à prendre une photo comme ça, et voilà. Et puis, je me suis même amusé, comme j'en ai fait vis-à-vis comme ça faisait une mosaïque, mais une mosaïque de 3 fois 3 images, donc 3 images là, empilées, 3 images ici, 3 images là, côte à côte. Ça fait des escaliers, je trouve que c'était pas beau, alors j'ai fait un cadre ovale, parce que je trouvais que c'était plus joli qu'un cadre ovale, mais donc cette partie-là, si vous voulez, c'est l'image que vous voulez voir. Et puis voilà la partie de la Voie lactée que j'ai prise, encore une fois, je dis que ça c'est une demi-heure d'imagerie, c'est rien du tout. Et tout ça, encore une fois, avec un setup qui se met en place en un quart d'heure. Donc, très rapidement, comme vous le voyez, on peut avoir des images qui sont tout à fait plaisantes à l'œil pour ce genre de choses. Alors, voilà, autrement, c'est ça. Et encore un ou deux autres exemples de cette même soirée-là. Je vais monter un petit peu, je vais pousser un peu la focale. Est-ce que j'étais à. Non, j'étais à 50, donc l'autre j'étais plus près peut-être de. J'étais encore à 50 ici. 3 minutes, j'ai dû faire un cercle comme ça, j'ai dû mettre un tube à cause de la bulle. Gamma-CI, j'ai zoomé un petit peu plus près avec 105 mm et ça me donne ceci. Encore une fois, bon, j'ai pas fait l'agrandissement sauf erreur pour on voit le croix. Vous voyez quand même que c'est tout à fait net et on est à 105 mm. Regardez, moi je pense que c'est fait pour ça. Essayez à 200, si ça marche à 200, ça marche, puis vous êtes bien heureux, puis c'est parfait. Personnellement, si j'estime que j'ai acheté ça pour avoir fait mon petit setup et que ça marche à 105, on fait des trucs comme ça, ben je suis heureux avec ça. Quand je fais de l'ail bidule, là, vous savez que je suis capable, j'en ai déjà fait dans d'autres conditions, là, capable d'aller chercher la nébuleuse du. Ouais. D'accord? Et puis, pour ceux qui se rappelleront évidemment bien la région ici, la nébuleuse Amérique du Nord, le Pélican, toujours avec 105 mm, 3 images de 3 minutes à 1600 ISO avec cette caméra. Et donc voilà, c'est ça, c'est la raison maintenant pour laquelle je me suis procuré cet appareil. Donc, conclusion, les 3 minutes, on peut les atteindre facilement avec un 105. Comme j'ai pas de 200, pas encore, je peux également procurer un une fois. Je ne peux pas vous dire ce qu'elle donnera à 200, mais je suis pas mal sûr quand on aura sérieusement la mise en station, ça va tenir le coup à 200 mm. Plus, je ne recommanderais pas. Sérieusement, là, vous allez être plus frustré qu'autre chose. Puis, oui. À 200, on commence à avoir des traînées. À 200, on commence à avoir des traînées. Ok. Oui, à 200, on commence à avoir des traînées. Ouais, ça me surprend pas. Disons, merci de l'info. Ouais. Ça ne m'étonne pas, mais je dis encore une fois, je ne considère pas ça comme un défaut. Parce que justement, on ne l'achète pas pour faire de la performance. De temps en temps, on va perdre une image. Mais je dis ça d'après mon expérience de tantôt, puis mon trépied était dans du sable. Donc, est-ce que j'ai perdu une image parce que de temps en temps, il y avait un petit affaissement? C'est tout à fait possible aussi. Donc, je ne peux même pas vous dire si c'était la faute du Skytracker à cause de ça. Et effectivement, 200 pour 2-3 minutes. Oui, à mon avis, on doit pouvoir y arriver en faisant très sérieusement les choses. Puis, bon, voilà. J'en demanderai pas plus. Et puis, par contre, pour 20 à 50, je suis pas sûr qu'on doit pouvoir monter à 4-5 minutes sans trop de difficulté. Mais là, donc, des fois, c'est la température du ciel qui vous en empêche. Donc, c'est ça. Il ne faut pas en demander plus que ce qu'elle offre, mais ce qu'elle offre, elle le fait très bien. Donc, voilà. Je suis très content de cette petite acquisition et je sais que je vais m'en servir pendant pas mal de temps, justement, pour ce genre de petits projets tout simples,
probablement aussi des iPhone, des trucs comme ça. Voilà, alors je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si je peux mentionner un petit point, j'en ai une aussi, je l'ai essayé, puis j'ai remarqué que ce qui fait une grosse différence, c'est si on prend un peu plus de temps pour faire l'alignement polaire, c'est là qu'on va aller chercher des temps de pause un petit peu plus longs, des temps de vocale plus longs. Fait que si on a passé du temps de lousse, c'est sûr l'alignement polaire, on prend 1 minute, on prend 3 minutes, mais c'est là qu'on voit la différence. Parfait, ouais. C'est vrai qu'en France, c'est un peu le point du bon sens. Et je dirais que ça va être d'autant plus important qu'on va essayer d'aller avec des vocales plus longs à ce moment-là. Merci. Oui, ça reste critique. Oui, Daniel, j'ai vu que tu mets sur le Google Scope, est-ce qu'il faut l'aligner avec c'est une procédure d'alignement? Non, il y a un angle qui est imposé et piloté de façon à entrer de manière à ce que quand on va l'orienter vers le nord, de toute façon, le 12 heures du Polar Scope va être vers le zénith. Voilà, c'est par le zénith. C'est bon. Il n'y a pas besoin de on peut même pas, quand on enfonce. Si tu arrives à le tourner, c'est qu'il n'a pas encore enfoncé assez loin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Daniel, tu connais mon esprit tordu. Oui, mais je l'apprécie beaucoup, Daniel. Okay. Sais-tu, à savoir, comme le monsieur disait, si la mise en station est bien faite, je serais curieux, j'ai un petit, justement, un iOtron Mac 90, puis c'est un focal, quand même, c'est 90 mm. C'est ça, quoi? Puis, il y a d'accord, je n'avais pas compris là. Oui, d'accord, mais je me demande si pour faire, mettons, du planétaire rapidement, ça pourrait. Planétaire. Ouais. Le planétaire a ceci d'intéressant que c'est le contraire de quand on était en Argentine. Dans le fond, le guidage n'a à peu près pas d'importance. Donc, en prenant des pauses très courtes, oui, probablement qu'il y aurait quelque chose à faire. Mais par contre, j'ai peut-être une petite réserve, parce que ce que je ne sais pas, c'est quel est le déplacement, c'est toujours des moteurs pas à pas, ces trucs-là, je crois. Ouais, tu penses que ça va donner donc, il arrive un moment où la résolution du moteur pas à pas va probablement interférer. Donc, je ne sais pas quel focal tu auras, ça dépend entièrement de ton système. Là, on a des limites, c'était ça, ou alors les micro-vibrations provoquées par le moteur pas à pas. Ouais, ok. On est vraiment, comme tu dis, c'est un esprit tordu et je te reconnais bien là. Mais comme je ne peux pas, comment je passe d'essayer. Encore attention qu'on ne passe pas le. Mais oui, c'est grave. Non, mais moi j'ai déjà pensé d'essayer avec mon Compact Bridge Panasonic Lumix LZ200, qui est un truc avec l'équivalent focal 600 mm, qui pèse à peu près rien, et puis avec lequel je photographie assez régulièrement. Je m'amuse à photographier le soleil, on voit les tâches tout à fait énormes, la main comme ça. Puis je me dis, je ne peux pas peut-être l'utiliser en planétaire ou même en poussant un équivalent focal. Oui, oui. J'aimerais savoir si vous avez une différentes conditions de température. Différentes conditions de température. Alors, pas vraiment extrême. Oui, j'ai commencé de l'utiliser, il y avait encore de la neige, c'était en avril chez moi, puis je devais faire à peu près autour de moins 0, moins 2, quelque chose comme ça. Ça fonctionnait très bien. Et puis à l'été, quand j'étais là-haut, là, il se savait bien. Donc en tout cas, dans cette tâche, ça va fonctionner. Plus bas que ça, en plein hiver, ça reste encore à voir. Je peux imaginer qu'à ce moment-là, les piles se rendraient beaucoup plus rapidement, ou alors que ce serait peut-être prudent à ce moment-là de près d'une source de courant puis d'utiliser un convertisseur 12 volts. Mais a priori, bon, je ne sais sûrement pas un amendement de 5, je ne trouve pas du tout la mécanique. C'est pas pour l'appliquer pour la Californie. Mais on peut changer. On peut changer la neige. Parce que d'ailleurs, il y a le 45, les amis de la VAC, elle figeait l'hiver parce qu'il y a un système de blocage de ce que ça accroche. Ah oui. Lui, il avait mis à l'extérieur de la fois, il était rentré dedans, vérifie, ça marche très bien. Il a changé la graisse, ça marche très bien, même en moins 25. C'est probablement juste une question de graisse pour changer. En tout cas, si la multiplication de la graisse fonctionne, c'est bon, parce que moi je ne connais rien à ça, c'est bien. Parce que j'ai gagné des contrats aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait, merci Daniel.